Et pour la fin de cette émission, nous proposons une table ronde avec plein de gens de plein d'endroits différents. Nous sommes avec Claire Mathieu. Claire, bonjour. Bonjour. Alors Claire, vous êtes Head of Data et AI chez Suez, spécialiste de la distribution de l'eau et du traitement de déchets. Nous sommes également avec Jérôme Marc. Jérôme, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Jérôme, vous êtes Intelligent Automation Senior Sales Engineer chez Cofax, un éditeur spécialisé dans l'automatisation et dans l'IA. Nous sommes également avec Christina Miknevich. Christina, bonjour. Bonjour. Alors Christina, vous êtes Senior Research Analyst et consultant cybersécurité, Big Data et IA chez PAC, donc un cabinet bien connu d'analyse sur l'IA et sur la cyber et sur le marché de la tech d'une manière générale. Et nous sommes également avec Stéphane Hadinger. Stéphane, bonjour. Bonjour Thomas. Alors vous êtes directeur de la technologie chez AWS France. Alors une première question pour vous, Jérôme, quoi qu'on a commencé à en parler tout au long de cette émission. Qu'est-ce qui change entre l'IA, j'ai presque envie de dire traditionnelle, machine learning, deep learning, et puis l'IA générative? Alors, beaucoup de choses, en fait, Thomas. Pour recadrer un petit peu la question, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une période de hype par rapport aux IA génératives. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a tout juste un an, en fait, on n'en parlait pas. C'était quelque chose qui était, en fait, dans un cadre réservé à certains experts, donc c'était expérimental. Et puis, tout d'un coup, c'est arrivé, plus vite que je pense qu'on l'attendait. Et aujourd'hui, on ne parle que de ça et on travaille beaucoup autour de ces technologies. Alors, chez Cofax, on a cette particularité qui est, en fait, historiquement, notre métier comporte des fonctionnalités, en fait, de support du traitement des images et des documents. Et de ce fait, en fait, nous travaillons avec les IA depuis de nombreuses années, mais des IA plutôt spécialisées sur la vision par ordinateur, computer vision. Et du coup, c'est assez facile pour nous de comparer un petit peu ces différentes générations d'IA. Si on parle d'IA traditionnelle, donc les IA, par exemple, qui permettent d'analyser du texte ou des images, on a des IA extrêmement spécialisées. Donc, par exemple, on a des IA de classification. On va catégoriser des images en fonction du contenu. On va avoir des IA basées sur le deep learning pour extraire du texte. D'accord ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Les nouvelles IA, si vous voulez, il y aura un avant ChatGPT et un après ChatGPT. Il y a vraiment une rupture dans le sens où les IA, effectivement, ont une capacité de comprendre le langage à un niveau jamais atteint précédemment. C'est vraiment une révolution. C'est toujours une révolution, ça évolue, mais c'est toujours une révolution. Donc, ces IA sont capables de comprendre le contexte et sont capables de générer. Donc, générer du texte, des images, de la vidéo même. Ils sont capables de générer, ils sont créatives. Et du fait, en fait, cette capacité de génération les rend très ouvertes. Précédemment, une IA, finalement, restituait un résultat attendu. Je veux savoir qu'est-ce que l'objet qui est présent sur l'image, et l'IA répond, voilà, c'est un chien, c'est un chat, c'est un animal, c'est une voiture, etc. Là, c'est beaucoup plus ouvert. On peut générer des livres, on peut générer des thèses, on peut générer à peu près tout ce qu'on veut. Ce qui fait qu'en fait, les domaines d'application sont multiples et quasiment infinis. Alors qu'avant, on avait des IA spécialisées, finalement, en fonction du domaine que l'on souhaite adresser. Stéphane, quel impact l'IA générative va avoir en tout cas peut avoir d'abord sur les processus métiers? Et ça a commencé. Et c'est vrai que l'IA, c'est pas nouveau. L'IA est déjà très présente dans beaucoup de processus métiers. Alors, d'ailleurs, c'est pas très connu, mais au sein du groupe Amazon, nous faisons de l'IA et du machine learning depuis plus de 20 ans. Sur nos plateformes, côté AWS, qui s'appelle SageMaker, nous avons plus de 100 000 clients qui font de l'IA depuis plus de 5 ans. Alors, ça peut être de la maintenance prédictive, comme le fait Veolia. Ça peut être de la recherche de défauts visuels, comme STMicro. Enfin, il y a beaucoup de cas d'usage. Mais effectivement, l'IA générative a atteint cette nouvelle, je ne vais peut-être pas dire maturité, mais accessibilité. En fait, on est sur une révolution de la simplicité. On est sur une révolution de la démocratisation de la technologie. Et c'est vraiment ce que nous faisons, c'est notre cheval de bataille, quelque part, de fournir ces briques technologiques, de les mettre dans les mains non de chaque développeur, mais même à la limite de chaque utilisateur. Alors les impacts, ce qu'on voit, c'est deux grandes tendances. La première, c'est tout ce qui va être lié à la relation et le contact avec les clients.
Donc, bien sûr, CRM, chatbot, mais aussi, alors, vous le voyez déjà dans des grands sites de e-commerce, tout ce qui va être de la traduction, de classification des fiches produits, de l'analyse vous savez, des avis des clients, de la réponse automatique. J'ai vu une société qui réfléchit déjà à pouvoir faire de la réponse automatique quand quelqu'un poste un avis pour remercier et un petit peu enrichir. Mais en réalité, quand on regarde les entreprises, commencer tout de suite par ce qui est face au client, ça peut être vu comme un peu risqué. Parce que si jamais il y a un dysfonctionnement, c'est visible. Ça coûte cher. En termes de réputation. Voilà, ça peut. Donc, ce que j'observe en tout cas, c'est que les clients préfèrent commencer par les processus métiers internes. Alors là, il y a pléthore de cas d'usage. On en a parlé un petit peu avant, tout ce qui va être recherche documentaire, tout ce qui va être finalement le salarié augmenté qui a l'expert du domaine au bout du clavier. Et donc, il n'a pas forcément besoin d'aller interroger tel ou tel expert, puisque de par de la recherche de documents, il y a beaucoup de technologies, je ne veux pas lancer trop d'acronymes ici, qui permettent de faire ça. Et peut-être un cran au-dessus, c'est nous faisons des démonstrateurs avec des clients pour avoir la même chose, mais dans les data lakes. De se dire comment accéder à de la donnée de l'entreprise en langage naturel, et peut-être pour conclure sur les usages internes, de se dire, et je vous rejoins, de se dire, une des révolutions qu'on est en train de voir, c'est que peut-être que la nouvelle interface utilisateur, finalement, c'est le langage naturel. Plutôt que d'avoir les menus, les boutons. Et ça reste très vrai dans des applications occasionnelles. Je pense qu'on l'a tous ici. S'il y a une application que vous utilisez une fois par mois, chaque fois que vous revenez dessus, c'est « oulala, où est-ce que je dois cliquer ? Je me souviens plus comment ça fonctionne. » Si je pouvais juste dire en langage naturel, ce serait probablement beaucoup plus efficace. Et là encore, une démocratisation au sein des salariés de l'entreprise. On note, Christina, depuis quelques mois, une vraie accélération. Stéphane vient encore de le confirmer. Rappelez-nous déjà qui sont vos clients aujourd'hui, qui sont les gens avec lesquels vous parlez. PAC travaille principalement avec les ESN et les fournisseurs de logiciels. On les accompagne dans leur compréhension de leur positionnement sur le marché, surtout sur le marché spécifique, comme par exemple data et l'intelligence artificielle, et on les aide à aligner leurs stratégies, leurs offres sur les tendances de marché. Ce sont plutôt ces ESN aujourd'hui qui portent l'accélération de l'IA générative ou c'est vraiment, j'ai presque envie de dire, du 50-50 entre ESN et puis grands faiseurs comme AWS ou d'autres, je peux citer Microsoft, Google. Merci, je pense que c'est une très bonne question. Et en fait, tout le monde investit. On voit beaucoup d'investissements du côté hyperscaler dans leurs produits, tout ce qui est Google, Amazon qui travaillent plutôt en interne, Microsoft qui a investi 13 milliards en OpenAI, AWS qui investit également dans Anthropic récemment. Tout ça, c'est très intéressant et ça avance très, très vite. Il y a une vraie course. Et du côté des ESN, on ne veut pas se faire disrupter par ce mouvement, à la fois du côté client et du côté en interne. Qu'est-ce qu'on va faire si jamais demain, c'est l'intelligence artificielle qui remplace le moitié de mes employés qui développent des logiciels, qui travaillent avec le client. Du coup, on voit que Capgemini, il a investi 2 milliards, Accenture a investi 3 milliards, CGI a annoncé 1 milliard. Et ça va non seulement pour améliorer leur offre client, mais aussi pour travailler en interne. Comment on va utiliser cette technologie en interne? Comment on va former ces employés? Ce sont des réflexions que vous avez régulièrement. C'est-à-dire que là, on a effectivement, tout au long de cette émission, on a beaucoup parlé de l'IA et on va continuer à en parler avec vous, Claire. L'IA pour les clients et ce qu'on verra hors de l'entreprise. Mais il y a aussi des efforts conséquents qui sont réalisés pour l'interne, ce que disait Christian à l'instant. Clairement, et les ESN ne sont pas en reste, bien sûr, elles sont toutes très intéressées. Et en fait, ça se fait, je pense, à deux niveaux. C'est-à-dire que bien sûr, il y a la partie IA générative, mais ça veut dire aussi il faut l'accès aux données, structurées et non structurées. On peut dire de manière un peu triviale, pas de data, pas d'IA. Donc ça remet aussi sur le haut de la pile les projets de data lake, les projets d'entreprise pour aller justement réconcilier l'ensemble des données de l'entreprise pour qu'elles soient accessibles aux salariés, soit en direct, bien sûr, mais surtout au biais de ces IA, via ces IA génératives. Claire, comment un groupe comme le vôtre utilise-t-il l'IA aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Suez est sur toute la chaîne de traitement de l'eau et des déchets, donc des forts enjeux autour de l'environnement, la protection de la ressource.
Donc en fait, c'est vraiment notre priorité aujourd'hui, utiliser l'IA au service de la transition écologique pour protéger la ressource. Je donne un exemple. Vous savez que 25% de l'eau distribuée dans nos réseaux part en fuite sur nos réseaux, Chaque fois que j'entends ce chiffre, qui est un chiffre je désespère. beaucoup plus élevé d'ailleurs dans le monde. Hein. Dans certains pays, ça va jusqu'à 50%. Donc, utiliser la masse de données qu'on a de nos capteurs qu'on a positionnés sur nos réseaux pour apprendre et anticiper ce genre d'événements va nous servir à réduire ces fuites et c'est un enjeu majeur. Ça, c'est juste un exemple sur le traitement des déchets. On a ces enjeux d'utiliser l'IA pour améliorer nos performances de tri, de recyclage. Vous voyez bien, on va de plus en plus trier, ce qui est une très bonne chose. Ça augmente les volumes, ça veut dire que les machines doivent être plus performantes. Donc, on doit pouvoir utiliser l'IA pour voir ce qu'on n'arrive pas à voir, nous, exploitants, quand on est sur l'usine, anticiper des casses, prévenir des événements et améliorer comme ça le rendement et trier mieux à la fin. J'aimerais qu'on vienne juste, Claire, si vous me le permettez, sur l'eau et sur les réseaux. Ça veut dire que l'IA va être capable de déterminer, par exemple, si un secteur particulier, dans les villes où vous opérez, dans les régions où vous opérez, connaît une fuite particulière ou connaît une déperdition d'eau plus importante. Là, vous parliez par exemple de 25%, mais ça peut être 50%, 50% dans certains endroits. L'IA va vous permettre finalement d'avoir une lecture beaucoup plus fine et d'intervenir plus rapidement. Oui, bah, on va apprendre en fait, par exemple, on va corréler les consommations d'eau, donc les volumes qui sont consommés, avec les volumes distribués. Ça va faire des corrélations, des choses qu'on ne pouvait pas vraiment voir avant. Et on va pouvoir préciser la localisation des fuites et intervenir beaucoup plus tôt qu'avant. Ça, c'est juste un petit exemple. D'accord. Et pareil, sur tout ce qui concerne la gestion des déchets, c'est pareil, vous êtes capable, par exemple, l'IA va vous permettre peut-être de catégoriser, de détecter des endroits où on trie mieux qu'ailleurs, où on trie plus de quantité de pots de yaourt, par exemple, ou de paires de chaussures. Alors J'imagine. aujourd'hui, en fait, c'est vrai que l'enjeu des municipalités, des collectivités, elles connaissent pas vraiment bien leur territoire. On sait qu'on trie en masse, on a des gros volumes de déchets, on sait à peu près combien on va trier dans une municipalité, mais dans les détails, on connaît pas bien ça. Et si on veut faire améliorer les gestes de tri chez les citoyens, on doit les connaître, donc on doit les mesurer. On fait comment? On met des capteurs sur nos bennes, on met des caméras sur les camions et on détecte les erreurs de tri et on peut les géolocaliser et tout ça. Donc ça utilise de la computer vision beaucoup pour reconnaître les types de déchets qui vont rentrer dans nos poubelles, tout simplement. Et ensuite, ce sont des outils qui vont nous permettre de prédire aussi les volumes, les changements de comportement. Donc, c'est des outils qui vont être entre les mains de nos maires et nos collectivités, et ça va être très précieux. C'est de l'or, en fait, ces données-là. Mais ce sera en fait, on aura là des données colossales. C'est au-delà des lieux dont vous parliez, il y a les images. Est-ce qu'aujourd'hui, et je suppose que c'est déjà le cas en partie, mais est-ce qu'aujourd'hui vos IA ou les briques que vous avez déployées sont en mesure de faire la différence, hein, tout simple, hein, entre un pot de yaourt et un pot de yaourt en verre? Parce qu'en fait, Oui, tout à la fait. différence sera là, en fait. Je parle de pot de yaourt parce que j'aime bien ça, mais il y aura vraiment la différence entre les deux. Donc aujourd'hui, votre outil est capable de détecter la différence Oui. et finalement, après, d'apporter peut-être des correctifs. Et là, ce sera le rôle des maires, peut-être d'informer différemment. Donc Exactement. Et même relié à- nous, notre travail chez Suez, c'est de sensibiliser les citoyens. Donc pour ça, on utilise des technologies, mais on les entraîne et on les entraîne avec des experts qui vont nous aider à co-construire ces IA-là. Et le challenge aussi, c'est en effet les infrastructures. Donc là, on s'appuie sur les cloud providers. On va développer des IA on edge. On va pas les faire circuler. On va pas faire circuler des vidéos sur le cloud. Ça serait trop consommateur. Donc le challenge, ça va être de faire marcher ça sur un camion ou sur un serveur proche de l'usine, sur l'usine. Ce sont déjà des projets comme ça que vous voyez émerger. Vous avez cité un petit camarade de jeu de Suez tout à l'heure. Ce sont vous avez parlé d'IA on Edge, donc c'est-à-dire qu'une capacité de comprendre, de traiter à la périphérie, ce qui signifie qu'il y a des data centers, très certainement, à la périphérie. Ce sont des sujets qui émergent déjà. Alors oui, il n'est pas forcément des data centers, ça peut être aussi des petits équipements. Alors ça peut démarrer sur le Raspberry Pi ou un équivalent ou un petit peu Aussi plus petit gros. que ça.
Ça dépend bien sûr du traitement. En fait, on va combiner les deux. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est de remonter toutes ces données au niveau du cloud pour justement entraîner les modèles. Parce que là, effectivement, il faut des grandes quantités de données. Une fois que le modèle est déterminé, il est fixé, finalement, on peut le déployer dans ce type d'équipement. On travaille beaucoup aussi sur tous les réseaux de caméras qui existent déjà, typiquement caméras de télésurveillance qui existent dans des usines, dans des entrepôts. Et ça permet d'avoir finalement à moindre coût un petit boîtier qu'on va mettre typiquement juste derrière la caméra ou aux centrales vidéo pour avoir ce type d'information. Moi, j'aime bien toujours citer l'exemple qui est Amazon Go, qui sont vous savez, les magasins sans caisse qui existent pour l'instant aux États-Unis, faits par Amazon. Et donc le principe, c'est vous rentrez, vous prenez tout ce que vous voulez et vous partez sans payer, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de caisse. Alors, en fait, vous payez quand même. Mais... Oui, c'est pas et donc, on est sur un principe où il y a probablement des centaines de caméras qui sont au plafond, qui suivent ce que vous faites, qui regardent si vous prenez votre pot de yaourt, si vous le reposez, et qui notent finalement dans un caddie virtuel ce que vous avez pris. Et là encore, et je vous rejoins, avoir ces centaines de caméras qui envoient en streaming leurs données dans un cloud, économiquement, ça n'a strictement aucun sens. Donc voilà, l'enjeu, c'est de faire fonctionner ces algorithmes au plus proche. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que ça tient dans des petits boîtiers. Il est de plus en plus question de LLM, moins gourmand, Oui. avec moins de paramètres. Est-ce que cette tendance se confirme ? Cette tendance se confirme et c'est vrai que alors on a lancé il y a quelques semaines notre service qui s'appelle Amazon Bedrock, qui permet en quelques clics d'utiliser un large choix de modèles. Alors on a Anthropic, on a AI21, Cohere, Stable Diffusion, bientôt Llama 2 de Meta. Et donc la première bonne nouvelle, c'est que ça permet vraiment de tester tout de suite et finalement de les comparer en quelques minutes. Si je prends ceux d'Anthropic, on a Claude 2 qui est aujourd'hui un des modèles les plus performants, mais il a une certaine taille en nombre de... J'ai oublié combien de dizaines de milliards de paramètres il avait, ou peut-être centaines. Donc il y a un coût qui est attaché, et ce coût, il est lié à de la consommation de ressources, de GPU et d'électricité. En même temps, il y a aussi Claude Instant, qui est peut-être 10 ou 20 fois plus petit, qui est un tout petit peu moins performant, mais peut-être que ça suffit largement dans tous les cas d'usage. Et en même temps, nous travaillons par exemple avec Hugging Face, donc la start-up française bien connue, qui aujourd'hui expose des modèles qui vont être vraiment spécialisés dans un domaine de la finance par exemple, et qui explique un modèle qui va être 1000 fois plus petit que ces gros modèles généralistes va quand même surperformer. Donc il y a un véritable enjeu déjà, premièrement, de choisir le bon modèle et la bonne taille de modèle, et finalement, c'est de comparer, et c'est d'avoir les outils pour comparer facilement. Le deuxième aspect, c'est la consommation de ressources, la consommation électrique. Donc aujourd'hui, Nvidia est très présent, bien sûr, sur le marché des GPU pour l'intelligence artificielle. Nous avons, alors c'est pas très connu, mais nous avons construit et développé nos propres puces chez AWS. Ça s'appelle Trainium pour l'apprentissage et Inferentia pour l'inférence. Et le but, c'est de diviser par deux la consommation électrique. Donc, ce qui est déjà aussi une bonne nouvelle en termes de consommation. Et puis, je terminerai, alors, c'est toujours bien de réduire la consommation électrique, mais depuis 2022, la totalité de nos data centers européens sont alimentés 100% en électricité d'origine renouvelable, ce qui est aussi rassurant sur l'impact carbone. Ce qui est une bonne nouvelle d'une manière générale. J'aimerais qu'on dise un mot avec vous, Jérôme, sur le time to market. Je disais en introduction que l'IA générative pouvait faire tout un tas de choses, et aujourd'hui, l'IA est capable de créer du code. Dans quelle mesure ça va permettre aux entreprises, comme Suez ou comme Groupe Pierre et Vacances qu'on a eu tout à l'heure, d'aller beaucoup plus vite, de concevoir des outils qui vont leur permettre de déployer des solutions finalement qui vont être utilisables rapidement, et peut-être également avec des modèles plus petits, ce que Stéphane vient de dire. On n'a pas besoin, demain, on n'aura plus besoin de l'LM avec des milliers de paramètres, peut-être qu'une centaine suffiront et qui seront moins gourmands en énergie. Comment est-ce que justement l'IA peut permettre d'accélérer en matière de time to market? Alors jusqu'à aujourd'hui, le time to market, en fait, il était pas mal piloté par l'idée d'utiliser des outils low-code avec des citizen développeurs. Donc, pour entrer plus dans le détail, le citizen developer, c'est un profil qui est apparu il y a quelques années, qui a répondu à une demande forte qui était en fait liée à deux contraintes, de vecteurs de pression qui s'appliquaient sur les directions métiers. La première pression, c'est la contrainte en termes de ressources
à savoir que sur le marché, il y avait un nombre limité d'ingénieurs IT. À un moment donné, comme tout le monde faisait du digital, on ne pouvait pas avoir un ingénieur partout. C'était juste impossible en termes de staffing, tout simplement. Donc, il y a eu cette contrainte RH qui était forte. La deuxième contrainte, effectivement, c'est de localiser un expert technico-fonctionnel à proximité du métier pour accélérer le go-to-market. On travaillait beaucoup sur cet axe-là et derrière, on faisait de l'agile. Donc, ça, c'était ce qu'on faisait il y a 1 an. Aujourd'hui, on se rend compte que ce citizen developer, il a des contraintes. Quand il veut aller plus loin, il a besoin d'experts, experts IT, experts métiers. Et effectivement, les LLM pourraient être des assistants très utiles pour ce type de profil, pour aller beaucoup plus loin et lever certaines barrières qui les bloquent aujourd'hui dans leur démarche. Un autre accélérateur que l'on peut identifier par rapport à ce contexte, c'est de dire que le fait d'embarquer des solutions LLM dans des solutions de type low-code, ça permet également à nos clients, et aux clients en général, d'avoir accès plus rapidement aux fonctionnalités LLM et à les déployer immédiatement dans leur processus et donc effectivement de réduire leur time to market par rapport aux objectifs qu'ils peuvent avoir. Claire, qu'est-ce que vous attendez de l'IA générative? Vous êtes mature en termes d'IA, vous avez déjà des cas concrets qui fonctionnent. Comment est-ce que l'IA générative peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin demain? Alors nous, on est très prudent dans l'usage. On commence par tester. Déjà, on commence par évaluer où est-ce que l'IA générative va nous apporter des choses et où est-ce que ça va être plus risqué. Donc, comme vous le disiez, utiliser l'IA générative face à nos clients, pour l'instant, on n'est pas prêt. Par contre, on y réfléchit pour aider nos opérateurs dans les call centers, etc. Mais certainement, on s'appuiera sur des partenaires. En interne, les premiers cas d'usage, c'est le partage de la connaissance. Avoir l'assistant omniscient, comme vous parliez. C'était comme si on avait un stagiaire qui connaissait tout ce qui s'est passé sur toutes les usines de tout Suez et qui aurait la réponse à n'importe quelle question, qu'elle soit technique ou contractuelle. Par contre, en termes de time to market, sachant que les données d'entrée qui sont peu structurées et qu'on a un peu délaissé, tous ces contrats qu'on a, toutes ces docs techniques, elles sont dans des SharePoint, elles sont au fin fond de bases de données. Il faut qu'on aille les sortir, il faut qu'on en vérifie la qualité, il faut qu'on travaille avec les experts pour voir si les réponses sont adaptées et correctes, parce qu'on l'oublie, mais les IA génératives ne donnent pas des réponses totalement correctes. Et ça, on a cet enjeu-là de le vérifier, puis de former nos employés pour leur dire attention, voilà, là, c'est un usage qui va marcher. Là, c'est un usage où il faut prendre des précautions. Vous ne pouvez pas prendre pour argent comptant ce que l'IA générative va vous dire. Donc, tout ça fait qu'on sait que ça va révolutionner nos façons de travailler, mais on y va à petits pas et on réfléchit à la meilleure gouvernance et la meilleure façon de tirer parti de tout ça. Jérôme, Stéphane, les données non structurées, c'est un peu la prochaine frontière. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'IA, de déploiement, d'accélération de déploiement et de cas d'usage, ainsi de suite, la plupart des cas qu'on a pu observer qui fonctionnent sur le marché sont ceux qui portent sur les données structurées. Mais pour les données non structurées, vous l'avez dit, Claire, il y a beaucoup de données qui dorment dans des mails, dans des SharePoint, dans des forums internes, que sais-je. Comment est-ce qu'aujourd'hui l'entreprise, et de quel type d'outils sur quel type d'outils elle peut s'appuyer pour justement extraire ces données, parce qu'il faut déjà les extraire et les trouver, et puis après exploiter. Stéphane et puis Jérôme. En fait, il y a de nombreux outils aujourd'hui qui existent. Enfin, ça fait partie. Il y a des technologies qui s'appellent le RAG, par exemple, le Retrieval Augmented, j'ai oublié le G, qui permettent justement à ces algorithmes d'aller faire aussi de la recherche dans des outils existants, dans des bases documentaires existantes. Donc ça permet déjà d'améliorer l'acuité, la véracité des réponses et d'éviter ce phénomène d'hallucination. Ça permet aussi de prendre en compte de la donnée en temps réel. Parce qu'en fait, un des autres enjeux, c'est de dire quand je fais du fine-tuning de mon modèle, si j'ai des données qui sont mises à jour en temps réel, je ne vais pas faire du fine-tuning toutes les minutes, ça n'a strictement aucun sens. Donc ça, c'est une première approche. Il y a d'autres approches qui consistent aussi finalement à faire... alors, on a des outils, on a un service pour ça qui s'appelle Kendra, qui permet de faire de l'indexation de documents et qui permet ensuite de faire de la recherche, mais de la recherche sémantique. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout sur les... Vous vous souvenez des modèles où il fallait faire de la recherche par mots-clés et il fallait imaginer quel était le mot-clé à rechercher.
Et donc ça aide énormément par rapport à ça. Mais je pense que l'enjeu, il est même un cran plus loin, parce que finalement, aujourd'hui, les entreprises ont beaucoup de données, et ces LLM, cette IA générative, elle va finalement, si j'ose le dire, permettre de transformer ces données en information, et en information utilisable par les collaborateurs pour qu'eux-mêmes en tirent de la connaissance. Jérôme. C'est un sujet brûlant chez nous, parce qu'effectivement, une partie de notre ADN, c'est vraiment le traitement de la donnée non structurée. Donc, on a une grande partie de notre offre qui est centrée sur ce type de solution. Effectivement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'investissement pour nos clients, pour paramétrer les outils, pour faire de l'apprentissage sur les documents, c'est quelque chose qui est coûteux. Et effectivement, le LLM permettrait de s'affranchir de cette étape cruciale, puisqu'en fait, par exemple, on pourrait simplement demander au LLM d'extraire un certain nombre d'informations dans le langage naturel qui sont présentes dans le document. Par exemple, vous recevez un avis d'imposition, vous pouvez tout simplement demander au robot, je dis robot, mais bon, c'est LLM, c'est la même chose. Finalement, je souhaite récupérer la référence de l'avis, le montant imposable, le déclarant, et on pourra l'exprimer de manière simple dans un langage commun, accessible au métier. Donc ça, c'est vraiment une vraie révolution qui va permettre un accès beaucoup plus large en fait, à la donnée, où qu'elle soit localisée, dans des bases de données, dans des documents structurés, ou même des PDF, des scans que vous pourrez recevoir, par exemple, par email. Christina, comment est-ce que vous analysez le fait qu'aujourd'hui, on a effectivement des briques, comme avec OpenAI ou avec d'autres, des briques qui sont sur le marché, qui sont utilisables par les entreprises, et on voit qu'il y a un vrai mouvement qui tend à voir les éditeurs proposer de l'IA directement embarquée. Est-ce que pour vous, pareil, même question que tout à l'heure, est-ce que les entreprises vont plutôt se laisser tenter, d'après vous, par des solutions plus ou moins clés en main, ce que vous proposez, est-ce que Amazon aussi, AWS propose en partie, ou est-ce qu'elles vont peut-être essayer de faire des outils développés un peu dans leur coin avec leur propre force? Je pense que c'est un peu comme en ce moment avec l'intelligence AI, on peut dire traditionnelle. Il y a des solutions un peu sur mesure et des solutions qui sont déjà implémentées par Hyperscaler et d'autres gros éditeurs. Donc ça sera pareil. Après, clairement, on voit les mouvements vers l'intégration de l'IA générative à travers tout le portfolio de produits de Microsoft, d'IBM, de Salesforce. Tout le monde se met dedans. On voit aussi que certains éditeurs qui travaillent sur un segment spécifique, par exemple sur l'automatisation des processus, commencent aussi à donner des API pour permettre à ces utilisateurs d'utiliser des modèles de l'IA générative. Par exemple, UiPath a décidé de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ils donnent à la fois l'accès à un modèle de AWS, à Google, à Microsoft. D'autres, ils concentrent plutôt sur OpenAI. Il y a plein de stratégies sur le marché. Mais ce qui est sûr que les petits acteurs, c'est désolé pour ce mot petit, c'est juste par rapport à la taille, et ils resteront aussi. Parce que les modèles spécifiques, très orientés métiers, seront aussi intéressants. Il y a beaucoup des acteurs français qui sont pour l'IA souveraine. Ils seront toujours intéressés par d'autres solutions. Comment vous observez ça, vous, Claire? Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez plutôt des solutions indépendantes? Vous les regardez en tant que LLM? On a eu, donc il y a Cofax à côté, on a eu tout à l'heure Lord Lighton. Stéphane, vous avez parlé d'autres personnes, GainFace, on pourrait parler, il y a encore, je pense à Mistral, voilà, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Est-ce que c'est plutôt ça que vous regardez, ou pour demain, pour vos projets d'IA générative, vous l'avez dit, vous avez l'esprit ouvert, vous regardez ce qui se fait chez d'autres, et notamment tout ce qui est outils intégrés et qui, sur le papier, est susceptible de vous faire gagner du temps quand même? Ah oui, forcément. En fait, on a une double stratégie. Lorsqu'on parle des données de notre cœur de métier, du traitement de l'eau et des déchets sur lequel on a une vraie valeur ajoutée, on va essayer de déployer nos algorithmes, pas nos large language models, mais en s'appuyant sur des providers cloud qui sont déjà dans la place chez Suez. Ça, c'est certain. Vous partez de ce qui a déjà déployé, pour Oui, c'est pas bien sur sûr. à zéro. C'est beaucoup plus simple. je dirais. Par contre, sur tous les métiers fonction support, on appelle ça les métiers le commerce, les achats, les RH, le marketing, on va évidemment vouloir s'appuyer sur des partenaires qui ont déjà
orienter l'entraînement des modèles qui font déjà un entraînement dédié, spécifique, dans une spécialité donnée. Donc on aura la double stratégie, mais évidemment, on va s'appuyer sur ceux qui savent faire et ceux qui se sont spécialisés. Qu'est-ce qui ressort des demandes des clients de vos clients aujourd'hui? Vous parlez avec vos clients, vous l'avez dit, un ESN, éditeur. Oui. Qu'est-ce qui ressort finalement lorsque vous entendez un peu des échos? Que veulent les entreprises finales utilisatrices? Par rapport à l'IA Par générative rapport à l'IA ou en générative, général? bien sûr, oui. Tout d'abord, ils veulent un cas précis, plutôt spécifique et orienté métier. On commence, comme Claire disait, par le petit pas. Ils veulent un ROI plutôt garanti, un ROI réel. Et pour ça, il y a plein de mouvements aussi sous-jacents, tout ce qui est la stratégie de l'IA générative, comment elle s'inscrit dans la stratégie data en général. On parle aussi de tout ce qui est l'infrastructure et l'architecture des données, quelles sont de bonnes approches, comment améliorer la qualité des données. On parle beaucoup de tout ce qui est la gouvernance des données, comment mettre en cours de mise en garde de la cybersécurité, à la fois pour protéger les modèles, mais aussi pour protéger les données dans notre base de connaissances qu'on construit. Et aussi, comment utiliser l'IA générative propriétaire, par exemple Microsoft Copilot, pour qu'il ne dévoile pas les données sensibles de notre entreprise. Les données sensibles, en stratégiques. interne ou en externe, parce que ça vaut le deux. Il y a aussi toutes les demandes par rapport à la formation. Comme on n'a pas assez de talent, comment former ses employés pour qu'ils utilisent correctement l'IA générative, pour qu'ils réfléchissent quelles données on prend pour l'argent comptant, quelles données, comment on les traite. Donc voilà, donc ça fait un C'est certain déjà nombre, oui, ça une fait déjà belle un certain palette. nombre de sujets. Et justement, je profite sur la transition que vous m'offrez, Christina, pour poser une question à Jérôme. Pas mal de gens prennent aujourd'hui, et on l'a encore vu dans la presse, beaucoup d'entreprises ont licencié malheureusement des salariés parce que pour eux, l'IA ne complétait pas, elle remplaçait complètement les salariés. Bon, on imagine qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une voie, en tout cas ce qui semble être le cas, une voie médiane avec une IA qui augmente. Comment est-ce qu'on aide des entreprises à dépasser, pour celles qui se disent, voilà, je vais prendre de l'IA pour augmenter mes salariés, comment est-ce qu'on les aide à dépasser les possibilités d'hallucination? Vous en parliez tout à l'heure, Stéphane, mais une IA peut halluciner, donc elle ne va pas donner forcément un chiffre parfait, une tendance parfaite. Comment justement on essaye de composer avec ces, disons, ces imperfections? J'allais dire faiblesse, je cherchais un mot, mais imperfection, je pense que c'est le plus adapté. Oui, c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, je pense que tout le monde autour de la table reconnaîtra que les IA ne sont pas parfaites, loin de là, et pas uniquement les LLM. Toutes les IA qu'on a eues jusqu'à présent, y compris pour la reconnaissance de forme, elles ne sont malheureusement pas parfaites, ce qui pose des problèmes, notamment pour la conduite autonome aujourd'hui. C'est vraiment une problématique importante en termes de sécurité. Et donc, en fait, pourquoi elles ne sont pas parfaites? Tout simplement, principalement pour une raison, c'est qu'elles sont basées sur de l'apprentissage. Donc, si votre apprentissage est de bonne qualité, l'IA va bien fonctionner. S'il est de qualité moindre, elle fonctionnera moins bien, exactement de la même manière que vous éduquez un enfant. Voilà, c'est vraiment assez similaire dans le comportement par rapport à ce qu'on peut trouver chez les humains. L'autre contrainte aussi, c'est de dire que l'apprentissage, c'est quelque chose de coûteux, extrêmement coûteux, qui est sous-estimé souvent au départ, puisqu'on utilise ChatGPT. ChatGPT, ça marche tout seul. Il a déjà sa base d'apprentissage, donc personne n'imagine en fait l'effort qu'il peut y avoir derrière. Donc ça peut effectivement être un frein bloquant. Et le troisième point par rapport à ça, qui est un peu une limitation de l'utilisation des IA, c'est que intrinsèquement, au-delà de la qualité d'apprentissage, si vous faites bien vos devoirs, c'est-à-dire que vous avez investi, vous avez fait l'apprentissage parfait, vous avez vraiment bien bossé par rapport à ça, mais même malgré tout ça, il y aura une part d'imprévisible dans le fonctionnement de l'IA. Vous aurez des faux positifs, vous aurez des hallucinations, comme le dit couramment. Et en fait, il faut composer avec ça. Donc effectivement, le fait d'utiliser ça comme un assistant, ça donne une zone de confort parce qu'on se dit on a un sas, quoi. On a un sas de sécurité. Si jamais ça sort n'importe quoi, on a un utilisateur qui va pouvoir corriger le tir. Mais je pense que en fait la démarche
plus générale, c'est de considérer qu'il y a une gestion de risque associée, une démarche de gestion de risque qui doit être associée à des IA et voir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut tolérer comme erreur. Est-ce que l'IA va être plus fiable qu'un humain ou pas? À ce moment-là, si elle est plus fiable qu'un humain, on ne va pas se poser la question, puisque de toute façon, ça sera beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de questions stratégiques liées au risque qui rejoignent aussi les questions éthiques. Finalement, il y a un gros pavé gestion de risque à considérer dès le départ avant d'entreprendre le déploiement d'une IA, quelle qu'elle soit. Il nous reste quelques minutes. Encore une question pour vous, Jérôme. Comment est-ce que justement vous comptez aider les entreprises à répondre à cette problématique finalement de la déception, en tout cas des imperfections que peuvent avoir les IA et qui sont même quasiment intrinsèques à la technologie, hein? Alors pour l'instant, on se concentre essentiellement sur la mise en place d'assistants, parce qu'effectivement, l'utilisateur augmenté, c'est quelque chose qui est communément admis et qui sécurise globalement beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période de hype, donc il va y avoir des déceptions. C'est inévitable. Dans toute adoption technologique, on a une période de hype, on a un creux, et puis après, on a une adoption globale sur le marché. Donc il va y avoir une petite descente, d'accord ? Donc, on se concentre principalement sur ce type de solution. On va travailler effectivement sur l'utilisateur augmenté métier, donc de pouvoir, par exemple, aider le téléconseiller, pouvoir lui proposer des opportunités de vente, pouvoir donner des avis, des analyses, identifier des risques. Donc ça, c'est des choses qu'on prépare, qui vont être prêts dans la plateforme très, très rapidement. Et à côté de ça aussi, on travaille aussi pour améliorer le travail du citizen developer. Donc, pour l'accès aux données, on en a parlé tout à l'heure, pour simplifier l'accès aux données dans les documents non structurés, mais aussi pour leur simplifier la tâche lorsqu'ils construisent des applicatifs, qu'ils construisent des processus. D'être capable, par exemple, de générer des applications finalement en utilisant un prompt, en définissant ce qu'on veut, d'avoir des processus métiers autogénérés de manière à accélérer la mise en œuvre. Une toute dernière question pour vous, Stéphane. Comment est-ce qu'on fait en sorte que l'IA générative soit utilisable par tous? On a eu beaucoup d'exemples autour de cette matinale aujourd'hui. Elle est encore aujourd'hui très perçue et davantage perçue comme un objet technologique plus qu'un objet capable de rendre service au métier. Comment est-ce que justement on fait en sorte que ce soit vraiment un outil métier? C'est ce que vous êtes en train de faire chez vous, Claire, au sein de Suez. Mais comment justement on favorise ce mouvement-là et cette acculturation autour de l'IA générative? Oui, c'est important. En fait, on a beaucoup parlé ce matin des risques, des risques, gouvernance, ainsi de suite. Mais moi, j'insisterai. Il y a urgence à ce que toutes les entreprises s'y mettent, démarrent des projets, parce que on est vraiment face à une révolution qui est majeure et qui touche déjà d'ailleurs tous les domaines. Donc, on l'a cité, le premier élément, je pense, c'est la formation des équipes, comme toujours, parce qu'on est face à un nouvel outil. Donc, c'est former à la fois les équipes techniques, mais aussi l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise sur potentiellement les risques, mais surtout les opportunités aussi. Et bien, je dirais, comme toujours, c'est d'itérer, c'est d'essayer, vous le faites déjà et nos clients le font déjà, c'est vraiment d'itérer en gardant en tête finalement ces trois grandes questions. Si j'essaie de les résumer, les préoccupations, c'est 1, la sécurité des données, ça c'est clair. 2, la véracité et l'acuité des réponses, comment je vérifie que c'est bien correct et non toxique. Et 3, les coûts finalement que ça va générer. On reste encore sur une question malheureusement de coûts et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Merci. Merci à vous, merci à tous les intervenants, merci à vous de nous avoir suivis, merci à l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous le 15 novembre prochain pour parler des API, de la manière dont les API permettent de transformer le système d'information. Excellente journée, à bientôt.